Paris, hiver 1751. Une chambre sordide, rue Grenelle. La neige tombe sur les toits gris tandis qu'une femme hurle de douleur derrière une porte fermée. Dans la pièce voisine, un homme est assis devant une table bancale. Il écrit. Sa plume gratte le papier avec une régularité mécanique, indifférente aux cris qui traversent les murs. Il entend tout. Le souffle rauque de la sage-femme, les gémissements de celle qui accouche, mais sa main ne tremble pas. La porte s'ouvre enfin. La sage-femme entre, un paquet de linge dans les bras. L'homme lève les yeux. Son visage est creusé par des années de misère. « Garçon ou fille ?» demande-t-il. La sage-femme hésite. « Quelle importance, monsieur ? Vous allez de toute façon... » « Dites-le-moi. » « Un garçon. » Silence. L'homme regarde le petit paquet qui remue faiblement. Il ne se lève pas. Il ne tend pas les bras. À l'hospice, comme les autres. Dans la chambre, la femme pleure. Pas de douleur. Elle pleure parce qu'elle a supplié. Elle a imploré. Elle a demandé qu'on garde au moins celui-ci, le 5e. Il a refusé. L'homme se nomme Jean-Jacques Rousseau. Cette nuit, tandis que son fils disparaît vers l'hôpital des enfants trouvés, il rédige des notes sur l'éducation naturelle. Dans 10 ans, il publiera un traité qui bouleversera l'Europe entière. Les mères allaiteront leurs nourrissons parce qu'il l'aura écrit. On le proclamera père de la pédagogie moderne. Mais cette nuit, il abandonne son 5e enfant sans même connaître la couleur de ses yeux. Comment est-ce possible ? Comment un homme qui envoya 5 nouveau-nés vers une mort quasi certaine put-il devenir l'apôtre de l'amour parental ? Cette histoire n'est pas celle d'un hypocrite. Elle est plus terrible encore. C'est l'histoire d'un homme qui savait exactement comment aimer et qui en fut totalement incapable. Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter 40 ans en arrière, jusqu'à Genève. Jusqu'à une maison où un garçon tua sa mère en naissant. Genève, été 1712. La cité calviniste sommeille sous le soleil de juin. Dans le quartier des horlogers, une femme agonise. Elle s'appelle Suzanne Bernard. Elle a 39 ans. Il y a 9 jours, elle a donné naissance à un fils. La fièvre puerpérale l'emporte par vagues successives. Les médecins ont renoncé. Le pasteur est venu. Il ne reste plus qu'à attendre. Le 28 juin 1712, Jean-Jacques Rousseau vient au monde. Le 7 juillet, Suzanne Bernard meurt. Son mari Isaac ne s'en remettra jamais. Les années passent. Le petit Jean-Jacques grandit dans une maison hantée par une absence. Le portrait de Suzanne trône au-dessus de la cheminée. Isaac le contemple des heures durant, les yeux rougis. Un soir, l'enfant trouve le portrait tombé de son clou. Il le ramasse avec précaution, fasciné par ce visage qu'il n'a jamais connu. Des traits doux, un sourire qui semble promettre une tendresse infinie. Isaac entre dans la pièce. Ce qui se passe ensuite restera gravé dans la mémoire de Jean-Jacques jusqu'à son dernier souffle. Son père l'attrape par les épaules, le secoue. Ses yeux sont fous de chagrin. « Tu sais qui c'est ? » ?»« Maman ? » ?»« Elle est morte à cause de toi. Tu l'as tuée. Chaque fois que je te regarde, c'est elle que je vois. Rends-la-moi. » Isaac pleure. De grands sanglots qui secouent tout son corps. L'enfant ne comprend pas. Comment un bébé peut-il tuer quelqu'un ? Mais les mots de son père s'enfoncent en lui comme des clous. Cette nuit-là, le petit Jean-Jacques apprend une leçon qu'il n'oubliera plus. Il ne mérite pas d'être aimé. Il mérite d'être puni. Isaac Rousseau n'était pas un mauvais homme, simplement un homme brisé, incapable de regarder son fils sans voir le fantôme de sa femme. Ils lisaient ensemble pourtant, des romans, des histoires de héros antiques. Isaac transmit à son fils l'amour des mots. Mais entre 2 pages revenait toujours cette ombre, cette accusation muette. En 1722, tout bascula.
Isaac se querella avec un officier de la garnison. Plutôt que d'affronter la justice genevoise, le maître horloger s'enfuit de la ville. Il abandonna son fils. Jean-Jacques avait 10 ans. Sa mère était morte en le mettant au monde. Son père venait de disparaître. Il n'avait plus personne. On le confia au pasteur Lambertier, à Bosset, un village au pied des montagnes. C'est là que sa vie prit un tournant inattendu. Mademoiselle Lambertier avait une trentaine d'années. C'était elle qui administrait les corrections aux enfants de la maison. Un jour, Jean-Jacques avait 8 ans, il commit une faute dont il ne se souviendrait même plus. Ce qui comptait, c'était la punition. Elle le coucha sur ses genoux, elle releva sa chemise, elle frappa, et quelque chose d'étrange se produisit. La douleur était là, cuisante, mais avec elle venait autre chose, une chaleur, un trouble, une sensation que l'enfant ne pouvait nommer. Des décennies plus tard, devenu le philosophe le plus célèbre d'Europe, il écrirait dans ses confessions « Qui croirait que ce châtiment d'enfant, reçu à 8 ans des mains d'une fille de 30 ans, a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions pour tout le reste de ma vie ?» Il ne mentait pas. À partir de ce jour, le petit Jean-Jacques se mit à provoquer les punitions. Il désobéissait exprès, tout pour sentir à nouveau cette main sur lui. Mademoiselle Lambertier finit par comprendre. Elle cessa de le corriger elle-même. Le charme était rompu. Mais le mal était fait. Quelque chose s'était inscrit dans l'âme du garçon, une équation impossible entre l'amour et la souffrance. Ces années à Bosset connurent aussi des moments plus légers. Jean-Jacques et son cousin Bernard étaient complices en tout, y compris dans la bêtise. Une nuit, ils se glissèrent dans la cuisine de la voisine. Bernard montait la garde, tandis que Jean-Jacques, étouffant un fou rire, s'approchait du fourneau. « Pourquoi tu veux sa marmite ?» chuchota Bernard. « Tu vas voir. » Et là, debout dans l'obscurité, le garçon de 12 ans urina dans le pot où la voisine préparait la soupe de son mari. « T'es malade !» souffla Bernard. « Demain, elle fera bouillir ça pour ce gros porc. » 40 ans plus tard, il raconterait cet épisode dans ses confessions avec un rire intact. En 1724, on plaça Jean-Jacques en apprentissage chez un graveur nommé Abel Ducommun. Ce fut le début d'un cauchemar. Le maître était brutal, le travail abrutissant. L'adolescent se mit à voler et à mentir pour échapper aux coups. Un soir de mars 1728, il rentra trop tard. Les portes de Genève étaient fermées. Plutôt que d'affronter la colère de son maître, il prit une décision qui allait changer son destin. Il ne reviendrait pas. À 16 ans, sans argent, sans protecteur, Jean-Jacques Rousseau quitta Genève pour toujours. Il erra quelques jours dans la campagne savoyarde, mendiant son pain, dormant dans les granges. Mais il était libre. Pour la première fois de sa vie, personne ne lui disait quoi faire. C'est alors qu'on lui parla d'une dame charitable à Annecy. Le jour des rameaux, 1728, Jean-Jacques frappa à sa porte. Elle s'appelait Françoise-Louise de Varins. Elle avait 29 ans. Pas d'une beauté éclatante, mais d'une grâce qui attirait les regards. Ses yeux pétillaient d'intelligence. Elle ouvrit la porte et découvrit un adolescent dépenaillé, affamé, tremblant. « Vous êtes Madame de Varins ? On m'a dit que vous aidiez les âmes égarées ?» Elle rit. « Entre, petit. » Elle l'appela petit. Il l'appellerait maman. Qui était cette femme ? Née dans une bonne famille protestante du pays de Vaud, elle avait fui un mariage malheureux pour se réfugier en Savoie. Convertie au catholicisme, elle recevait une pension du roi de Sardaigne. En échange, elle œuvrait à la conversion des jeunes protestants de passage. Pour Jean-Jacques, elle fut une révélation. Elle le nourrit, elle le vêtit, elle l'envoya à Turin pour une instruction catholique. Puis elle le reprit sous son toit. Il apprit la musique auprès d'elle et découvrit qu'il avait l'oreille fine. Elle lui ouvrit sa bibliothèque, Voltaire, Locke, les encyclopédistes. Il dévorait tout. Mais surtout, elle lui donna ce qu'il n'avait jamais eu, une présence maternelle. Quelqu'un qui s'occupait de lui sans le juger. Il l'adorait, d'un amour qui n'était pas tout à fait filial.
Un épisode révèle la nature étrange de leur relation. Quelques années après leur rencontre, Jean-Jacques décida de tenter sa chance comme musicien. Il n'avait qu'un problème, il savait à peine jouer. Mais il se rendit à Lausanne et annonça un concert. La salle était pleine. Les notables de la ville avaient pris place. Jean-Jacques s'assit au clavecin. Ce qui sortit de l'instrument défia toute description. Une cacophonie. Des notes qui se heurtaient comme des ivrognes. Le public, d'abord stupéfait, finit par rire. Quelqu'un siffla. Jean-Jacques s'enfuit sous les huées. Ce fut l'une des humiliations les plus cuisantes de sa jeunesse. 30 ans plus tard, quand son opéra serait joué devant le roi de France, il s'en souviendrait encore. Il revint chez Madame de Warens, penaud. Elle ne le gronda pas. « Mon petit Jean-Jacques, lui dit-elle, tu as voulu courir avant de savoir marcher. Ce n'est pas grave, on recommencera. » Elle lui pardonnait tout. Chambéry, 1733. Jean-Jacques a 21 ans. Madame de Warens en a 42. Depuis 5 ans, il vit sous son toit. Un soir, elle le convoqua dans son salon. « Petit, commença-t-elle, il est temps que tu deviennes un homme. Je te donne 8 jours pour y réfléchir. Dans 8 jours, viens me retrouver dans ma chambre. » 8 jours. Il les passa dans un état de terreur. Il savait ce que signifiaient ces mots. Cette femme était sa mère adoptive. Comment pouvait-il? Le 8e jour arriva. Il se présenta à sa porte comme un condamné monte à l'échafaud. L'acte fut accompli, mais sans joie. Il pleura dans ses bras. « Maman, je me sens comme si je commettais un péché. » « Quel péché, petit sot? Comme si c'était un inceste. » Elle rit. Lui ne plaisantait pas. Leur liaison dura plusieurs années, paisible plutôt que passionnée. Madame de Warens avait d'autres amants. Jean-Jacques acceptait parce qu'il l'aimait trop pour la perdre. Elle lui avait montré un modèle d'amour qu'il reproduirait toute sa vie. La femme mère, celle qui donne sans exiger, celle auprès de qui l'on peut rester faible. En 1742, à 30 ans, il décida de tenter sa chance à Paris avec un nouveau système de notation musicale. Il embrassa Madame de Warens une dernière fois. Il ne la reverrait presque plus. Elle mourrait dans la misère en 1762, oubliée de tous. Celle qui l'avait sauvée de la rue, qui lui avait tout appris, s'éteindrait seule pendant qu'il devenait l'homme le plus célèbre d'Europe. Il ne vint pas à son enterrement. Paris, la capitale des idées. Jean-Jacques y débarqua avec sa partition sous le bras. Il loua une chambre misérable, se présenta à l'Académie des sciences, exposa son système. Les académiciens l'écoutèrent poliment. « Ingénieux, monsieur... Comment déjà ?»« Rousseau. »« Ingénieux, monsieur Rousseau, mais impraticable. » On le congédia. Il se retrouva dans la rue, sans argent, sans relation. Mais Paris offre parfois des consolations aux désespérés. Dans un café, il rencontra un homme qui allait changer sa vie, Denis Diderot. Ils se reconnurent immédiatement. 2 provinciaux affamés de gloire, 2 esprits en révolte contre l'ordre établi. « On me dit que vous avez présenté un système de notation à l'Académie, dit Diderot en déplaçant un pion sur l'échiquier. Ils n'ont refusé. Bienvenue au club. J'ai un projet, une encyclopédie de toutes les connaissances humaines. Ils accepteront? Ils n'auront pas le choix. Une amitié naquit. Ils discutaient de tout, philosophie, politique, femmes. Leurs différences ne les séparaient pas. Pas encore. En 1743, une opportunité se présenta. Le comte de Montaigu, ambassadeur de France à Venise, cherchait un secrétaire. Jean-Jacques obtint le poste. Venise, les canaux, les palais, les masques. Et les courtisanes les plus célèbres d'Europe. L'une d'elles s'appelait Zulietta. On disait qu'elle était la plus belle de toutes. Jean-Jacques réussit à obtenir un rendez-vous. Il arriva chez elle tremblant d'anticipation. Elle le reçut dans une chambre tendue de soie, des bougies partout. Elle se déshabilla. Il se déshabilla. Elle s'allongea. Et soudain,
il vit un détail, un défaut minuscule. L'un de ses seins avait une forme légèrement différente de l'autre. Son désir s'effondra instantanément. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle. Il ne put répondre. Les larmes lui montaient aux yeux. Zulieta se rhabilla avec des gestes secs. « Zanetto, lascia le donne e studia la matematica. » Petit Jean, laisse tomber les femmes et étudie les mathématiques. Il s'en fut dans la nuit vénitienne. Cette scène le hanterait toute sa vie. Il comprit ce soir-là une vérité terrible. Il ne pouvait pas aimer les femmes réelles. Il lui fallait un idéal. La réalité le détruisait. Son séjour à Venise se termina mal. L'ambassadeur Montaigu était un ivrogne. Ils se disputèrent. Jean-Jacques fut renvoyé sans être payé. Il rentra à Paris plus amer qu'avant, plus convaincu que le monde était injuste. Mais la vie lui réservait une rencontre qui allait tout changer. Pas une grande dame, une simple servante. Elle s'appelait Thérèse Levasseur. Printemps 1745. L'auberge Saint-Quentin. Jean-Jacques dîne seul. Une servante lui apporte son plat. Elle n'est pas belle. Son visage est quelconque. Elle ne sait ni lire ni écrire, ni même retenir le nom des mois. À la table voisine, de jeunes bourgeois se moquent d'elle. L'un d'eux tente de lui attraper la taille. Elle se débat. Jean-Jacques se lève. « Laissez cette fille tranquille. » Le soir même, elle frappe à sa porte. « Monsieur, merci. »« Comment t'appelles-tu » ?»« Thérèse. » Elle avait 23 ans. Elle venait d'une famille misérable. Sa mère était avide et manipulatrice. Elle n'avait rien. Et pourtant, il la garda. Pourquoi elle ? Plus tard, il écrirait « Je n'éprouvais jamais la moindre étincelle d'amour pour elle. Les besoins que je satisfaisais avec elle étaient uniquement physiques. » Des mots terribles, mais révélateurs. Il ne choisit pas Thérèse malgré ses défauts. Il la choisit à cause d'eux. Elle était incapable de le juger. Elle ne comprenait pas ses idées. Elle ne pouvait pas lire ses livres. Avec elle, il était en sécurité. Ils restèrent ensemble 33 ans, jusqu'à la mort. Mais entre-temps, il y eut les enfants. 5 enfants, nés entre 1746 et 1751. 5 fois, Thérèse accoucha. 5 fois, elle supplia de garder l'enfant. 5 fois, il refusa. « Jean-Jacques, gardons-le, je travaillerai plus. »« Non, ta mère le corromprait. Nous sommes trop pauvres. »« Mais c'est notre enfant. » »« Justement, c'est pour son bien. » Aucun de ses enfants ne reçut de signes distinctifs à l'hospice. Il ne voulait pas avoir la possibilité de les retrouver. Comment put-il vivre avec cela ? Il se forgea des excuses. La pauvreté, la famille de Thérèse. Platon lui-même recommandait que les enfants soient élevés en commun. Des excuses, il le savait. Et pourtant, c'est précisément à cette époque que son génie s'éveilla. Été 1749. Diderot est en prison au donjon de Vincennes pour ses écrits. Jean-Jacques décide de lui rendre visite. Il fait une chaleur écrasante. La route est longue. Pour passer le temps, il feuillette le Mercure de France. Une annonce attire son regard. L'Académie de Dijon organise un concours. Le sujet, le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer les mœurs ? Ce qui se passa alors, il le décrirait comme une illumination. Tout à coup, je me sentis l'esprit ébloui de 1000 lumières. Des foules d'idées vives s'y présentèrent avec une force qui me jeta dans un trouble inexprimable. Il s'écroula au pied d'un arbre. Il pleura sans savoir pourquoi. Quand il se releva, son habit était trempé de larmes. Il avait trouvé sa vocation. La civilisation n'avait pas amélioré l'homme, elle l'avait corrompu. L'être humain était bon à l'état de nature. C'était la société qui le rendait méchant. Il courut jusqu'à Vincennes. « Diderot, j'ai tout compris. La civilisation est notre malheur. » Intéressant. Et tu sais quelle réponse donne les prix ? Non. La réponse paradoxale, celle que personne n'attend. Jean-Jacques écrivit son discours en quelques semaines. En 1750, la nouvelle tomba. Il avait gagné. Du jour au lendemain,
Jean-Jacques Rousseau devint une célébrité. Les salons parisiens se l'arrachaient. On invitait comme une curiosité, le sauvage qui disait la vérité. 2 ans plus tard, son opéra, Le Devin du village, fut joué devant la cour. Le roi Louis XV fredonna ses airs pendant des semaines. On lui proposa une pension royale, une rente à vie. Il passa une nuit blanche. Au matin, sa décision était prise. Il refusa. « Mais pourquoi ?» s'insurgea Diderot. « On t'offre la sécurité. » « Et la dépendance. Je préfère la pauvreté. »« Tu préfères l'orgueil. Appelle ça comme tu veux. » Il vendit ses montres. Il se mit à copier de la musique pour vivre. 10 sous la page. Les salons continuaient de l'inviter, mais il commençait à mépriser ces gens. Il voyait des ennemis partout, des jaloux, des intrigants. La graine de la folie était plantée. En 1756, une femme lui offrit un refuge. Louise d'Épinay, riche et cultivée, possédait un domaine à la campagne. Sur ce domaine, un petit pavillon. « Prenez-le, dit-elle, vivez-y, écrivez vos livres, vous serez libre. » Le pavillon s'appelait l'Ermitage. Jean-Jacques s'y installa avec Thérèse et la mère de celle-ci. « C'est le paradis », murmura-t-il en respirant l'air du matin. Mais il ne savait pas encore que ce paradis deviendrait son enfer, que dans cette campagne paisible, il tomberait amoureux comme jamais, et que cet amour le détruirait. L'Ermitage, avril 1756. Les premières semaines furent idylliques. Jean-Jacques se levait à l'aube, marchait dans les bois, travaillait jusqu'au soir. Il avait commencé un roman, l'histoire d'un amour impossible entre un précepteur et son élève noble. Il l'appellerait Julie, ou la nouvelle Héloïse. Les mots coulaient comme jamais. Il pleurait en écrivant certaines scènes. Thérèse s'occupait du ménage, tandis que sa mère se plaignait du froid, de l'humidité, de tout. Madame d'Épinay venait parfois du château voisin. Elle espérait de la gratitude, de l'amitié. Jean-Jacques lui offrait des conversations brillantes, mais aussi une condescendance qui la blessait. « Vous ne comprenez pas la vraie vie, madame », lui disait-il. Elle souriait, ravalant son amertume. Elle l'hébergeait, le nourrissait, et il la jugeait. Au printemps 1757, une visiteuse vint troubler cette paix fragile. Elle arriva à cheval par un après-midi de pluie, trempée jusqu'aux os, riant de sa propre audace. Elle avait 27 ans et s'appelait Sophie Doudetot. C'était la belle-sœur de Madame d'Épinay. Jean-Jacques la vit descendre de sa monture, ses cheveux défaits collés à ses joues, et quelque chose se brisa en lui. Elle n'était pas belle. Son visage portait les marques de la petite vérole. Mais quand elle riait, le monde entier semblait s'illuminer. « Vous êtes le fameux ermite ?» lança-t-elle. « On m'a dit que vous détestiez les visites. »« En effet, généralement. Alors je m'en vais immédiatement. » Elle fit mine de remonter en selle, il la retint. « Non, restez, vous êtes trempé. » Ce fut le début de la catastrophe. Sophie Doudetot était mariée à un homme qu'elle n'aimait pas. Son cœur appartenait à un autre, le poète Saint-Lambert, ami de Jean-Jacques. Tout Paris connaissait cette liaison, mais Jean-Jacques s'en moquait. Dès qu'il la vit, il sut qu'il avait trouvé son idéal. La Julie de son roman prenait chair. Il tomba amoureux, follement, désespérément. Les semaines qui suivirent furent un supplice exquis. Sophie venait souvent à l'Ermitage. Il se promenait dans les bois. Il lui lisait des passages de son roman. Elle pleurait sur les malheurs de Julie. « Vous avez un don, » lui dit-elle un soir. « Vous savez exprimer ce que les autres ressentent sans pouvoir le dire. »« Je ne fais que décrire ce que vous m'inspirez. » Elle rougit. La nuit, il ne dormait plus. Il écrivait des lettres qu'il n'envoyait pas. Il embrassait le papier. Il pleurait des heures entières. Un soir de juin, ils se retrouvèrent dans un bosquet près de l'Ermitage. La lune brillait à travers les branches. « Jean-Jacques, » commença Sophie, « il faut que nous parlions de ce qui se passe entre nous. » « Il ne se passe rien.
Vous mentez. Je vois comment vous me regardez. » Il tomba à genoux devant elle. Il saisit le bord de sa robe. « Sophie, je vous aime. Je sais que c'est impossible, mais je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. Je ne peux pas vous aimer comme vous le voudriez. Saint-Lambert, je sais. Laissez-moi seulement vous adorer. » Elle se pencha vers lui. Leurs lèvres se touchèrent. Le baiser dura une éternité. Il la serrait contre lui, et soudain, une vague de plaisir le submergea sans qu'il l'ait prévu. Il s'écarta, tremblant, bouleversé. « Si j'avais un jour goûté tous les délices de l'amour, » écrirait-il plus tard, « je crois que j'en serais mort de bonheur. » Ce furent les seuls instants d'abandon qu'il connut avec Sophie. Elle se ressaisit. « Cela ne doit plus se reproduire, » dit-elle. Les semaines suivantes furent un enfer. Sophie vint moins souvent. Quand elle venait, elle gardait ses distances. Jean-Jacques ne mangeait plus. Thérèse le regardait dépérir sans comprendre. Et puis Sophie commit l'erreur fatale. Elle raconta tout à Saint-Lambert. Le poète n'était pas jaloux, mais il était l'ami de Jean-Jacques. Il lui écrivit une lettre polie, froide, terrible dans sa courtoisie. « Mon cher Rousseau, j'ai appris ce qui s'est passé. Je ne vous en veux pas. Mais notre amitié ne pourra survivre à cet épisode. » Jean-Jacques lut ces lignes comme un condamné lit sa sentence. Il avait trahi un ami, pour une femme qui ne l'aimait pas. Encore une fois, il avait tout détruit. Pendant qu'il se consumait pour Sophie, d'autres drames se nouaient. Madame d'Épinay tomba malade. Les médecins lui recommandèrent un voyage à Genève. Elle demanda à Jean-Jacques de l'accompagner. Il refusa. « Je ne peux pas partir. Mon travail, ma santé. »« Votre santé ? Vous marchez des heures chaque jour. C'est différent. » La vérité était simple. Il ne voulait pas s'éloigner de Sophie. Madame d'Épinay fut blessée. Grimm, son amant, furieux. Diderot, scandalisé. Les lettres de reproche s'accumulèrent. Jean-Jacques les lisait avec une rage croissante. On le jugeait. On ne comprenait rien. Et puis il tomba sur une phrase qui le fit exploser. Diderot avait publié une pièce, Le Fils naturel. Un personnage y déclarait « Il n'y a que le méchant qui soit seul ». Jean-Jacques n'eut aucun doute. Cette phrase le visait. Diderot l'accusait d'être méchant parce qu'il vivait en solitaire. Il écrivit à son ancien ami une lettre furieuse. Diderot répondit avec étonnement « Cette phrase est une réflexion générale, pas une attaque contre vous. Cessez de voir des ennemis partout. » Ces derniers mots auraient dû l'alerter. Ils ne firent que confirmer ses soupçons. Dans son esprit, une certitude se cristallisa. Diderot, Grimm, Madame d'Épinay s'étaient ligués contre lui. Ils voulaient le détruire parce qu'il était le seul homme honnête et son honnêteté leur était insupportable. Existait-il vraiment une conspiration ? Partiellement. Grimm le méprisait. Madame d'Épinay se sentait trahie. Diderot se lassait de ses caprices. Ils échangeaient des lettres où ils discutaient de son ingratitude. Mais un complot organisé pour le détruire ? Non. C'était son imagination qui transformait des froissements d'ego en guerre totale. En décembre 1757, la rupture devint inévitable. Madame d'Épinay exigea qu'il quitte Hermitage. Jean-Jacques fit ses bagages. Thérèse pleura. « Où allons-nous maintenant ? » Quelque part, loin de ces hypocrites. Madame d'Épinay le regarda partir avec des yeux froids. « Je ne vous souhaitais que du bien. »« La route de l'enfer est pavée de bonnes intentions, madame. » Il trouva refuge à Montmorency, dans une maison prêtée par le maréchal de Luxembourg. Un nouveau protecteur, une nouvelle générosité qu'il finirait par mordre. Les années 1758 à 1762 furent les plus productives de sa vie. Reclus dans sa campagne, rongé par sa maladie urinaire qui empirait, obsédé par ses ennemis, il écrivit comme un possédé. La Nouvelle Héloïse parut en 1761. Ce fut un triomphe. Les femmes pleuraient en le lisant. Les hommes le cachaient sous leur traversin. Le roman devint le plus grand succès de librairie du siècle. Jean-Jacques Rousseau était désormais l'homme le plus célèbre de France.
Et puis vint 1762. En juin, 2 livres parurent presque simultanément, Le Contrat social et L'Émile. Le premier posait les bases d'une nouvelle pensée politique, le second révolutionnait l'éducation. Mais L'Émile contenait une bombe, la profession de foi du vicaire savoyard. Dans ces pages, Jean-Jacques rejetait les dogmes des églises. Il proclamait une religion naturelle, fondée sur le sentiment. Il niait le péché originel. La réaction fut immédiate. Le Parlement de Paris condamna L'Émile. Un mandat d'arrêt fut lancé. Le livre fut brûlé publiquement. Jean-Jacques apprit la nouvelle en se promenant dans les bois de Montmorency. Un messager essoufflé lui apporta un billet du maréchal de Luxembourg. « Fuyez, immédiatement, ils viennent vous arrêter. » Il eut quelques heures pour rassembler ses affaires. « Où fuir ?» demanda Thérèse. « En Suisse, à Genève. Ma patrie me protégera. » Il se trompait. Genève condamna ses livres aussi. Elle les fit brûler sur la place publique. Elle lui interdit de revenir. Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, n'avait plus de patrie. Il erra quelques semaines dans les cantons suisses, cherchant un refuge. Berne ne voulait pas de lui, Bâle non plus. Finalement, il trouva asile dans la principauté de Neuchâtel, sous la protection du roi de Prusse, Frédéric le II. Ironie du sort, l'apôtre de la liberté devait sa survie à un monarque absolu. Il s'installa dans le village de Motier, au fond d'une vallée alpine. Là, il tenta de reconstruire sa vie. Mais son corps le trahissait. La maladie urinaire était devenue insupportable. Il devait se sonder plusieurs fois par jour avec un cathéter. Pour dissimuler cet appareillage, il adopta un costume étrange, une longue robe à l'arménienne. Les villageois regardaient cet étranger avec méfiance. Le pasteur du lieu, Montmolin, l'avait d'abord accueilli avec bienveillance. Mais les pressions de Genève firent leur effet. Il se retourna contre le philosophe. Du haut de sa chaire, il dénonça Jean-Jacques comme un impie. Les villageois entendirent le message. L'étranger en robe était dangereux. C'est alors que Voltaire décida de porter le coup de grâce. Le patriarche de Ferney publia un pamphlet anonyme. Le sentiment des citoyens. Tout le monde reconnut sa plume. Dans ces pages venimeuses, il révélait au monde le secret le plus honteux de son rival. Faut-il rappeler que cet homme, qui ose encore parler d'éducation, a jeté ses propres enfants à la porte de l'hospice des enfants trouvés? Qu'il a repoussé les soins qu'une personne charitable voulait leur prodiguer? La bombe explosa dans toute l'Europe. L'auteur de l'Émile avait abandonné ses 5 enfants. Jean-Jacques ne nia pas. Il ne pouvait pas. Il choisit une autre stratégie, la confession transformée en plaidoyer. Oui, il avait donné ses enfants à l'hospice, mais il avait eu ses raisons, la pauvreté, l'impossibilité de les élever. Il avait agi pour leur bien. Des excuses que personne ne croyait vraiment, mais que beaucoup acceptaient parce qu'ils voulaient continuer à admirer le génie. À Motier, les tensions montèrent tout au long de l'année 1765. Et puis vint la nuit du 6 septembre. Jean-Jacques était couché quand le premier bruit le réveilla. Un choc sourd contre le mur, puis un autre, puis une pluie de projectiles, des pierres. Il bondit du lit, Thérèse criait. Par la fenêtre, il vit la foule, des torches, des visages déformés par la haine. « Dehors, le sorcier! Antéchrist !» Une pierre traversa la vitre. Jean-Jacques fit quelque chose d'inattendu. Il ouvrit la porte et sortit. Il se tint là, sur le seuil, face à la foule. Sa robe arménienne flottait dans le vent nocturne. Une pierre le frappa à la poitrine. Il ne bougea pas. « Vous ne savez pas ce que vous faites. On vous a manipulé. » Quelqu'un rit, quelqu'un cria une insulte. Mais l'élan de la foule se brisa. Peu à peu, les gens se dispersèrent. Jean-Jacques rentra dans sa maison dévastée. Il savait qu'il ne pouvait plus rester. Dans son esprit, une conviction s'était cristallisée. Voltaire avait orchestré cette attaque depuis Ferney. Ses ennemis étendaient leurs tentacules jusque dans ce village perdu.
Était-ce vrai? Le pamphlet avait attisé la haine, mais organisé une lapidation? Aucune preuve n'exista jamais. Peu importait. Pour Jean-Jacques, la conspiration était désormais une certitude. Il quitta Motier dans les jours qui suivirent. Il erra en Suisse, cherchant un refuge. Partout, les portes se fermaient. C'est alors qu'une proposition inattendue lui parvint. David Hume, le célèbre philosophe écossais, lui offrait l'asile en Angleterre. L'île britannique était connue pour sa tolérance. Jean-Jacques y serait en sécurité. Hume était sincère. Il admirait l'œuvre de Rousseau. Il voyait dans ce génie persécuté un homme qui méritait la compassion. Jean-Jacques accepta. Que pouvait-il faire d'autre? En janvier 1766, il embarqua pour l'Angleterre. La traversée fut terrible. Tempête, mal de mer. Quand le navire accosta à Douvres, il était plus mort que vif. Mais Hume l'attendait sur le quai. « Mon cher Rousseau, bienvenue. Ici, personne ne vous persécutera. » Ils s'embrassèrent comme des frères. Les premières semaines confirmèrent toutes les promesses. Londres accueillit le philosophe avec curiosité. On l'invitait partout. Les journaux parlaient de lui. Hume obtint pour lui une pension du roi George III, 100 livres sterling par an. Il lui trouva une maison à la campagne, à Wootton. Jean-Jacques aurait dû être heureux. Pour la première fois depuis des années, il était en sécurité. Mais quelque chose n'allait pas. Cela commença par des détails. Hume le regardait d'une façon étrange. Ses yeux semblaient cacher quelque chose. La nuit, Jean-Jacques l'entendait rire dans son sommeil. De quoi riait-il? Et puis, il y avait ce courrier. Hume recevait des lettres de France. De qui? La réponse s'imposait. De ses ennemis. Il coordonnait leur offensive. Jean-Jacques commença à surveiller son hôte. Il interprétait chaque geste comme une preuve de trahison. Un soir, à Londres, les deux philosophes se retrouvèrent seuls au coin du feu. Hume fumait sa pipe. Jean-Jacques le fixait avec une intensité inquiétante. Soudain, des larmes. Il se jeta au cou de Hume en sanglotant. « Non, David Hume ne peut pas être un traître. Dites-moi que ce n'est pas vrai. » Hume, stupéfait, tenta de le calmer. « Mais de quoi parlez-vous? Je suis votre ami. »« Vraiment? Alors pourquoi je vois le mal briller dans votre regard ?» Hume ne sut que répondre. Il avait affaire à un esprit malade. Les semaines suivantes confirmèrent le diagnostic. Jean-Jacques refusa la pension royale, convaincu qu'elle cachait un piège. Il accusa Hume d'intercepter son courrier. Finalement, il publia une longue lettre accusatoire où il détaillait tous les crimes de Hume. La lettre circula dans toute l'Europe. Hume, blessé, répondit en publiant leur correspondance. Il voulait prouver son innocence. La querelle Hume-Rousseau passionna les salons pendant des mois. Voltaire jubilait. Les admirateurs de Jean-Jacques l'excusaient. Son esprit avait flanché sous la persécution. En mai 1767, Jean-Jacques quitta l'Angleterre. Il ne supportait plus ce pays hostile. Il revint en France. Les autorités, lassées, fermaient les yeux. Tant qu'il se tenait tranquille, on ne l'inquiéterait pas. Il passa les années suivantes à errer d'un château à l'autre, toujours accompagné de Thérèse. En 1768, après 23 ans de vie commune, il l'épousa enfin. Une cérémonie simple, sans église. Quelques témoins. Pourquoi ce mariage tardif? Peut-être un remords. Elle avait sacrifié ses enfants parce qu'il l'exigeait. Elle méritait au moins ce titre, Madame Rousseau. En 1770, il obtint l'autorisation de revenir à Paris. Il loua un appartement modeste rue Plâtrière et reprit son métier de copiste de musique. Mais il avait un projet, une œuvre qu'il occupait depuis des années, une œuvre qui devait le justifier devant la postérité. Ses confessions. L'idée lui était venue au milieu des persécutions. On l'accusait de tous les crimes.
il se confesserait de tous ses péchés. On racontait des mensonges, il dirait la vérité. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, écrivait-il. Et cet homme, ce sera moi. Il raconta tout, les humiliations de l'enfance, les châtiments de mademoiselle Lambercier, l'amour avec madame de Warens, les 5 enfants abandonnés, tout, sans rien cacher, ou presque. Car les confessions n'étaient pas qu'un aveu. Elles étaient aussi un plaidoyer. Jean-Jacques reconnaissait ses fautes, mais il les expliquait. Il montrait comment les circonstances l'avaient contraint. En fin de compte, il restait la victime. Toujours. Il organisa des lectures dans les salons parisiens. Les aristocrates accoururent. Il lisait d'une voix tremblante. Quand il arrivait au passage sur les enfants, les dames pleuraient. Non pas d'indignation, de compassion. Pauvre homme, comme il avait souffert. Il avait réussi. Une fois de plus, il avait transformé ses fautes en chefs-d'œuvre. Mais madame d'Épinay, qui n'avait pas oublié, fit interdire ses lectures. Elle aussi préparait ses mémoires. Elle ne laisserait pas Jean-Jacques réécrire l'histoire à sa guise. La folie, cependant, ne cessait de gagner du terrain. Dans les dernières années de sa vie parisienne, Jean-Jacques entreprit un voyage dont il ne reviendrait jamais. Non pas à travers l'espace, mais au plus profond de son esprit fragmenté. Il se mit à écrire un livre étrange. Rousseau, juge de Jean-Jacques. Des dialogues entre 3 personnages imaginaires. La première voix était celle du Français, un homme ordinaire représentant la société qu'il avait condamnée. Il arrivait avec ses préjugés, sa conviction que Jean-Jacques était un monstre. La deuxième voix était celle de Rousseau, non pas l'auteur lui-même, mais un double idéalisé, un avocat plaidant sa cause. La troisième était Jean-Jacques, l'homme jugé, absent des dialogues mais constamment évoqué, disséqué comme un spécimen. Cette structure révèle l'ampleur du désastre intérieur. Il ne pouvait plus être un, il s'était scindé. « On a fait de moi un monstre », écrivait-il. « On m'accuse de tous les crimes. Mais qui suis-je vraiment ? Qui peut le dire, si ce n'est moi-même en me regardant avec les yeux d'un autre ?» Les accusations qu'il réfutait n'existaient que dans son imagination. Personne ne le poursuivait plus. Les autorités l'avaient oublié. Mais dans sa tête, la conspiration continuait, plus vaste que jamais. Il décrivait avec une précision maniaque les ramifications de ce complot universel. Tous les imprimeurs d'Europe étaient complices. Tous les postiers interceptaient son courrier. Même les passants le reconnaissaient et murmuraient sur son passage. Ils font semblant de ne pas me connaître, mais je vois leur regard. On leur a montré mon portrait. Toute l'Europe me hait. C'était faux. Les passants ne le reconnaissaient pas. Il n'était qu'un vieillard en costume étrange. Mais pour lui, chaque indifférence était un masque. Il travailla à ces dialogues pendant 4 ans, de 1772 à 1776. 4 ans à se torturer, à ressasser les mêmes griefs. Quand il eut terminé, il se trouva face à un problème. Comment faire connaître ce texte ? Les imprimeurs étaient corrompus. Ses ennemis bloqueraient toute publication. Une idée lui vint, une idée folle. Il irait à Notre-Dame. Il déposerait son manuscrit sur le maître-autel sous la protection de Dieu. Là, personne ne pourrait l'intercepter. Par un matin de février 1776, il se rendit à la cathédrale. Son manuscrit était soigneusement enveloppé, son cœur battait d'espoir. Il traversa la nef. Les piliers s'élevaient vers les voûtes comme des prières pétrifiées. La lumière filtrait à travers les vitraux. Quelques fidèles priaient dans l'ombre. Il s'approcha du chœur. La grille était fermée. Il resta là, immobile, son paquet serré contre sa poitrine. Il ne pouvait pas atteindre l'autel. Le chemin était barré. Lentement, la signification de cet obstacle s'imposa à son esprit. Dieu refusait son offrande. Dieu aussi faisait partie du complot. Il quitta Notre-Dame en chancelant. Dehors, le froid de février le saisit. Il ne sentit rien. Si Dieu lui-même le rejetait,
que restait-il? Les semaines qui suivirent furent les plus sombres de son existence. Il ne sortait plus, il ne parlait plus. Il restait des heures devant la fenêtre, regardant la rue sans la voir. Thérèse s'inquiétait. « Jean-Jacques, il faut manger, tu vas te rendre malade. » À quoi bon, Thérèse? À quoi bon? Et puis, sans qu'on sache comment, quelque chose changea. Peut-être le printemps qui revenait, peut-être l'usure du désespoir, peut-être un sursaut de cette vitalité qui ne l'avait jamais abandonné. Il recommença à sortir, d'abord de courtes promenades, puis des excursions plus longues vers les faubourgs. Et il se souvint qu'il aimait les plantes. La botanique était entrée dans sa vie des années plus tôt. Un ami lui avait offert un livre sur les fleurs. Dans les moments les plus noirs de son exil, l'étude des végétaux lui avait offert un refuge. Maintenant, elle devenait son salut. Chaque matin, il partait herboriser. Il emportait une boîte à spécimens, une loupe, un carnet. Il marchait des heures, s'arrêtant devant chaque fleur, chaque mousse. Il constituait des herbiers d'une précision remarquable. Chaque spécimen séché et annoté avec soin. « Les plantes ne mentent pas, disait-il à Thérèse. Elles ne complotent pas. Elles sont ce qu'elles sont. Auprès d'elles, je retrouve la paix. » Elle ne comprenait pas cette passion, mais elle était contente de le voir sortir. Il écrivit des lettres sur la botanique à une amie, Madame de Lesser, des textes clairs et enthousiastes qui contrastaient avec ses écrits tourmentés. Ces lettres resteraient parmi les meilleures introductions à la botanique jamais écrites. Le contraste était saisissant. D'un côté, les dialogues avec leur délire de persécution, de l'autre, ces pages lumineuses sur les pétales et les étamines. Deux hommes cohabitaient en lui. L'un était rongé par la méfiance, l'autre était capable de contemplation sereine. Ils ne se parlaient pas. C'est à cette époque qu'il commença son dernier ouvrage, Les rêveries du promeneur solitaire. Le titre dit tout, il était seul. Il marchait, il rêvait. Ces pages ne sont pas un traité, pas un plaidoyer, ce sont des méditations, des fragments qui s'écoulent comme l'eau la ruisseau. Il y parle de sa solitude, non plus comme d'une malédiction, mais comme d'un état accepté. Je suis sur la terre comme dans une planète étrangère. Si j'y reconnais quelque chose autour de moi, ce ne sont que des objets affligeants. Mais j'ai appris à vivre avec cette étrangeté. Il y parle du bonheur, ce bonheur qu'il avait cherché toute sa vie, et il découvre, au crépuscule de ses jours, qu'il l'avait peut-être touché parfois, dans des moments qu'il n'avait pas su reconnaître. La 5e promenade reste le joyau de l'ouvrage. Il y évoque son séjour sur l'île de Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, en 1765. Quelques semaines seulement, avant qu'on ne l'en chasse. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île, et j'allais m'asseoir au bord du lac, dans quelque asile caché. Là, le bruit des vagues fixait mes sens, et chassait de mon âme toute agitation. Il décrit des heures passées dans une barque, dérivant sans but, ne pensant à rien, simplement existant. Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu frappant mon oreille, suppléait au mouvement à terne que la rêverie éteignait en moi, et suffisait pour me faire sentir mon existence, sans prendre la peine de penser. C'était cela, le bonheur. Pas les succès littéraires, pas les applaudissements. Le bonheur était dans l'abandon, dans ces instants où le moi cesse de se débattre. Il avait 65 ans quand il écrivit ces lignes. Toute une vie de lutte. Et au bout du chemin, cette sagesse simple. Le bonheur n'est pas dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on accepte de ne pas faire. Les rêveries restèrent inachevées. La mort le surprit avant qu'il ait pu les terminer. Thérèse Levasseur traversa ces dernières années comme elle avait traversé toutes les autres, en silence. 33 ans. Elle était restée avec lui pendant 33 ans. Ils s'étaient rencontrés quand elle avait 23 ans, une servante d'auberge et un musicien sans le sou. Elle ne savait ni lire ni écrire, et pourtant, elle l'avait suivi. À travers les chambres misérables,
à travers les fuites en Suisse et en Angleterre, à travers les crises et les ruptures. Elle avait donné 5 enfants. 5 fois, elle avait regardé partir le nouveau-né vers l'hospice. Que pensait-elle vraiment? Elle ne l'a jamais dit. Elle ne savait pas écrire. Une nuit, vers la fin, elle osa poser la question. « Jean-Jacques, tu m'as aimé? Un peu ?» Il la regarda. Cette femme qui avait partagé son lit pendant plus de 3 décennies. « Je t'ai aimé à ma manière, Thérèse. J'ai aimé la paix que tu me donnais, l'absence de jugement. Ce n'est pas de l'amour, ça. Pour moi, c'en était. Un silence. Et les enfants, tu penses à eux? Chaque jour, Thérèse. Chaque jour de ma vie. » C'était peut-être vrai. C'était peut-être un mensonge de plus. Au printemps 1778, un admirateur fortuné lui offrit une dernière chance de paix. Le marquis de Girardin possédait un magnifique domaine à Ermenonville, au nord de Paris. Des jardins à l'anglaise, un lac avec une petite île plantée de peupliers. « Venez chez moi, vous aurez un pavillon pour vous seul, vous pourrez herboriser dans mon parc. » Jean-Jacques accepta. Il avait 66 ans. Il était épuisé. En mai, il s'installa à Ermenonville avec Thérèse. Le pavillon était charmant. Pour la première fois depuis longtemps, il sembla serein. Il reprit ses promenades, il collectait des plantes, il admirait des paysages. « C'est beau ici, » disait-il à Thérèse. « Vraiment beau. » Elle hochait la tête, soulagée. Peut-être le calme venait-il enfin. Le 1er juillet 1778 fut une journée ordinaire. Promenade le matin, déjeuner avec la famille du marquis. Le soir, il donna une leçon de musique à la fille de Girardin. Thérèse nota qu'il était de bonne humeur. Il avait ri plusieurs fois. Ils se couchèrent tôt. Le lendemain, 2 juillet, il se leva à l'aube. Le soleil se levait à peine quand il quitta le pavillon. Il marcha longtemps dans le parc silencieux. Les oiseaux chantaient, la rosée scintillait. Vers 8 heures, il rentra. Thérèse préparait le petit déjeuner. Elle l'entendit entrer. Il s'approcha de la fenêtre, resta un moment à contempler le paysage, puis il l'appela. « Thérèse, viens voir !» Elle le rejoignit. « Regarde, le ciel est pur, pas un nuage. Tu vois comme la nature est belle ?» Elle regarda. Il souriait. Elle ne l'avait pas vu aussi serein depuis des années. « Dieu m'attend, dit-il. Je vais jouir du bonheur éternel. » Elle fronça les sourcils. Avant qu'elle ait pu parler, il porta la main à sa tête. Son visage se crispa. Il vacilla. Et il tomba. Son crâne heurta le sol avec un bruit terrible. Thérèse hurla. Elle se précipita. Il était inconscient. Une blessure au front saignait. On appela du secours. Le médecin accourut. Mais il n'y avait rien à faire. Jean-Jacques Rousseau mourut quelques heures plus tard, sans avoir repris connaissance. Il avait 66 ans. La cause officielle fut une apoplexie. Mais les rumeurs commencèrent immédiatement. La blessure au front, venait-elle de la chute ou d'un coup? Thérèse brûla certains papiers dans les jours suivants. Lesquels? Pourquoi? Certains évoquèrent un suicide, d'autres un assassinat. La vérité ne fut jamais établie. On l'enterra dans l'île des Peupliers, au milieu du lac d'Ermenonville. Le marquis fit ériger un tombeau simple, avec cette inscription « Ici repose l'homme de la nature et de la vérité ». L'île devint immédiatement un lieu de pèlerinage. Des admirateurs venaient de toute l'Europe. Parmi eux, quelques années plus tard, un jeune officier corse nommé Napoléon Bonaparte. « Il aurait mieux valu pour le repos de la France que cet homme n'eût jamais existé », dira-t-il plus tard, devenu empereur. Mais il ajoutera « C'est à lui que nous devons la Révolution. Et sans la Révolution, je ne serais rien. » La Révolution. Elle éclata 11 ans après sa mort. Et elle le proclama à son prophète. Le contrat social devint la Bible des révolutionnaires. La souveraineté du peuple, le droit de renverser des tyrans. Robespierre le vénérait.
Il gardait un portrait du philosophe dans sa chambre. En 1794, la Convention décida de transférer ses restes au Panthéon. Une cérémonie grandiose, des chœurs, des jeunes filles en blanc jetant des fleurs. On déposa Jean-Jacques dans la crypte, face à son vieil ennemi Voltaire. Les deux adversaires, réunis dans la mort, continueraient leur querelle silencieuse. Le philosophe avait gagné. Ses idées avaient changé le monde. Mais que restait-il de l'homme? Que restait-il de ces 5 enfants qu'il avait envoyés à la mort? En 1761, 10 ans avant sa propre fin, Jean-Jacques avait été saisi d'un remords tardif. Il avait demandé à la maréchale de Luxembourg de rechercher ses enfants. Elle mobilisa des enquêteurs. On éplucha les registres de l'hospice. Mais les pistes étaient mortes, les registres incomplets. Des milliers d'enfants avaient transité par l'institution, et surtout, les 5 enfants de Rousseau n'avaient reçu aucun signe distinctif. C'était lui qui l'avait voulu ainsi. Ils étaient perdus à jamais. 5 vies effacées, probablement morts dans leurs premières semaines, comme la plupart des enfants abandonnés. Morts de froid, de faim, de maladie. Morts sans avoir jamais su qu'ils étaient les enfants du plus grand écrivain de leur temps. C'est le paradoxe ultime de Jean-Jacques Rousseau. L'homme qui envoya ses enfants à la mort enseigna au monde comment les aimer. Après la publication de l'Émile, les mères de toute l'Europe changèrent leurs habitudes. Elles allaitèrent leurs nourrissons. Elles cessèrent de les emmailloter. Elles les laissèrent jouer et courir. Une révolution silencieuse. Des millions d'enfants mieux aimés. Parce qu'un homme qui n'avait jamais élevé les siens avait su trouver les mots justes. Comment est-ce possible? Peut-être parce que le génie et la vertu n'ont rien à voir. On peut comprendre intellectuellement ce qu'on est incapable de vivre. Peut-être aussi parce que Jean-Jacques savait exactement ce qui lui manquait. Orphelin de mère, abandonné par son père, il avait passé sa vie à rêver d'une famille. L'Émile était ce rêve. Le fils qu'il aurait voulu être, le père qu'il aurait voulu avoir. Ces livres n'étaient pas ce qu'il était, ils étaient ce qu'il voulait être. L'homme de la nature et de la vérité. Ces mots, gravés sur sa tombe, résonnent étrangement quand on connaît sa vie. Jean-Jacques Rousseau prôna la nature et commit le crime le plus contre nature en abandonnant ses enfants. Il célébra la vérité et passa son existence à se justifier, à réécrire son histoire. Mais ses mots restaient, ses livres restaient, et il continue de nous interroger plus de 2 siècles après sa mort. Qui était vraiment cet homme? Un génie, sans aucun doute. Ses idées ont façonné le monde moderne. La souveraineté populaire, les droits de l'homme, l'éducation centrée sur l'enfant, le romantisme littéraire, tout cela porte sa marque. Un malade, également. Les historiens et les psychiatres s'accordent. Jean-Jacques souffrait d'un trouble grave. Sa méfiance maladive, ses accusations délirantes, sa conviction d'être persécuté par l'Europe entière relevaient de la pathologie. Un homme brisé, surtout. Orphelin à 9 jours, abandonné à 10 ans, marqué à jamais par une sexualité troublée, il n'eut jamais les outils pour construire des relations saines. Et pourtant, de cette brisure jaillit une lumière. Car Jean-Jacques Rousseau ne se contenta pas de souffrir, il transforma sa souffrance en pensée. Il fit de ses manques une philosophie. Il construisit, à partir de son vide intérieur, une vision de l'humanité qui continue de nous inspirer. L'Émile n'est pas le livre d'un bon père, c'est le livre d'un homme qui savait exactement ce qu'il n'avait pas reçu et ce qu'il n'avait pas donné. C'est le rêve d'une éducation parfaite, écrit par quelqu'un qui n'avait jamais connu ni donné une telle éducation. Les confessions ne sont pas le récit d'une vie exemplaire, c'est l'autoportrait sans phare d'un homme qui osa montrer ses faiblesses, ses hontes, ses crimes. Avant Rousseau, personne n'avait écrit ainsi sur soi-même. Après lui, toute la littérature autobiographique porterait son empreinte. Le contrat social n'est pas l'œuvre d'un citoyen modèle. C'est la vision d'un homme qui se sentait exclu de toutes les communautés.
et qui imagina une société où chacun aurait sa place. Les révolutionnaires de 1789 y trouvèrent leur programme. Les démocrates d'aujourd'hui y puisent encore. Comment un homme si imparfait put-il créer des œuvres si puissantes? Peut-être justement parce qu'il était imparfait. Les saints n'ont pas besoin d'imaginer un monde meilleur, ils l'habitent déjà. Les hommes accomplis n'ont pas besoin de rêver d'éducation idéale, ils la pratiquent. Mais ceux qui ont manqué de tout, ceux qui ont échoué partout, ceux qui portent en eux une blessure béante, ceux-là savent ce qui fait défaut. Ils peuvent le décrire avec une précision que les autres n'atteindront jamais. Jean-Jacques Rousseau fut ce témoin de l'absence. Il décrivit l'amour parental parce qu'il ne l'avait pas connu. Il décrivit l'éducation naturelle parce qu'il avait subi le contraire. Il décrivit la société idéale parce que toutes les sociétés l'avaient rejetée. Ses livres sont des cartes de territoire qu'il n'a jamais habitées, mais ces cartes sont si précises, si détaillées, si justes que des millions de voyageurs ont pu s'en servir pour atteindre des destinations que leur auteur n'avait jamais vues. C'est là le mystère du génie. Et c'est là, peut-être, ce qui nous trouble tant chez Rousseau. Nous voudrions que les grands hommes soient grands en tout, que leur vie soit à la hauteur de leur œuvre, que leurs actes confirment leurs paroles. Jean-Jacques nous refuse cette consolation. Il nous montre qu'on peut toucher les étoiles avec ses mots et ramper dans la boue avec ses actes. Que la beauté peut naître de la laideur morale, que le génie n'excuse rien, mais qu'il transforme tout. Faut-il pour autant le condamner? Ses enfants, s'ils ont survécu, auraient eu le droit de le haïr. Thérèse, qui sacrifia sa jeunesse et sa maternité pour lui, aurait pu l'accuser. Ses amis trahis, Diderot, Madame d'Épinay, Sophie, auraient eu raison de le mépriser. Mais nous qui lisons ces livres 250 ans plus tard, quel droit avons-nous de juger? Nous ne connaissons pas la douleur qui fut la sienne. Nous ne savons pas ce que c'est que de naître en tuant sa mère, d'être abandonné par son père, de porter une maladie qui transforme chaque jour en torture, de sentir son esprit se disloquer lentement. Nous ne savons pas ce que c'est que d'être Jean-Jacques Rousseau. Et peut-être est-ce là sa leçon ultime. Dans ses confessions, il écrivait « Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. » Autre. C'est le mot-clé. Jean-Jacques ne demandait pas qu'on l'approuve, il demandait qu'on le comprenne, qu'on voie l'homme entier, avec ses grandeurs et ses misères, qu'on suspende son jugement le temps de l'écouter. C'était une demande révolutionnaire. Avant lui, on écrivait des mémoires pour se glorifier. On racontait ses exploits, pas ses hontes. On montrait le masque, pas le visage. Rousseau arracha le masque. Il montra le visage, marqué, ridé, souillé parfois. Mais un visage humain, un visage que nous pouvons reconnaître comme le nôtre. Car qui d'entre nous n'a jamais failli? Qui n'a jamais trahi ses principes? Qui n'a jamais fait souffrir ceux qu'il aimait? Jean-Jacques Rousseau ne fut pas un saint, il ne fut pas un monstre non plus. Il fut un homme qui voulut atteindre les étoiles et qui trébucha dans la boue, comme nous tous. Revenons une dernière fois à cette nuit d'hiver 1751. Cette chambre sordide rue Grenelle, cette femme qui pleure, cet homme qui écrit. L'enfant est parti vers l'hospice. Jean-Jacques ne le reverra jamais, il ne saura jamais s'il a survécu. Il ne connaîtra jamais son visage d'adulte, sa voix, ses rêves. Mais cette nuit-là, penché sur sa table, il écrit des mots qui changeront le monde. Est-ce une consolation? Non. Aucune œuvre, si grande soit-elle, ne rachète un enfant abandonné. Est-ce une explication? Peut-être. Les mots de Jean-Jacques venaient d'une blessure, et les blessures les plus profondes produisent parfois les œuvres les plus durables. Est-ce une leçon? Certainement. La leçon est celle-ci. Nous sommes tous faits de contradictions. Nous portons tous en nous le meilleur et le pire. Le même homme peut abandonner ses enfants et écrire le plus beau traité sur l'amour parental. La même âme peut être capable de génie et de cruauté. C'est terrifiant.
c'est aussi libérateur. Car si Jean-Jacques Rousseau, avec toutes ses failles, a pu créer des œuvres immortelles, alors peut-être nos propres failles ne nous condamnent-elles pas. Peut-être pouvons-nous, nous aussi, transformer nos manques en force, nos blessures en lumière. C'est le paradoxe Rousseau. L'homme qui nous a tant appris sur l'humanité était lui-même profondément inhumain parfois. Mais c'est précisément parce qu'il connaissait l'inhumanité de l'intérieur qu'il a pu décrire si bien ce que devrait être l'humanité véritable. Le soleil se lève sur Ermenonville, le lac est calme. Les peupliers de l'île frémissent dans la brise matinale. Quelque part sous cette terre repose un homme qui voulut être aimé et qui ne sut pas aimer, qui voulut être compris et qui ne comprit personne, qui voulut être heureux et qui ne connut que de brefs instants de paix. Mais cet homme nous a laissé des livres, et dans ces livres, il y a des phrases qui continuent de résonner. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Je sentis avant de penser. Des phrases simples, des phrases vraies, des phrases qui ont changé notre façon de voir le monde. Jean-Jacques Rousseau n'était pas un homme bon, mais il était un homme vrai. Et parfois, la vérité vaut plus que la bonté. Il repose au Panthéon maintenant, face à Voltaire. Les deux ennemis continuent leur dispute silencieuse sous les voûtes du temple républicain. Voltaire représentait la raison, le progrès, la civilisation. Rousseau représentait le cœur, la nature, l'authenticité. La France les a réunis dans la mort parce qu'elle avait besoin des deux. Parce que nous avons tous besoin des deux. La raison sans le cœur est froide, le cœur sans la raison est aveugle. C'est dans la tension entre les deux que naît la sagesse. Jean-Jacques le savait. C'est pourquoi il écrivit « Je sentis avant de penser ». C'est le sort commun de l'humanité. Sentir avant de penser. Écouter son cœur avant de consulter sa raison. Faire confiance à cette voix intérieure que la société n'a pas encore corrompue. C'était son message. C'est toujours son message. Et peut-être est-ce pour cela que nous continuons à le lire. Non pas malgré ses contradictions, mais à cause d'elles. Parce qu'il nous ressemble. Parce qu'il est aussi imparfait que nous. Parce qu'il nous montre qu'on peut être brisé et créer de la beauté. Le dernier mot, laissons-le lui. Dans la 5e promenade, écrite quelques mois avant sa mort, il décrivait ces moments de bonheur parfait sur l'île de Saint-Pierre. Ces heures passées dans une barque, dérivant au fil de l'eau, ne pensant à rien. De quoi jouit-on dans une pareille situation? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Se suffire à soi-même comme Dieu. C'était son rêve, ce fut son échec. Il ne se suffit jamais. Il eut toujours besoin des autres, de leur admiration, de leur amour, de leur persécution même. Mais dans ces quelques phrases, il nous montre ce que pourrait être la paix. Cette paix qu'il chercha toute sa vie, sans jamais vraiment la trouver. Cette paix qu'il nous lègue en héritage. Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, philosophe, musicien, botaniste, père indigne, ami impossible, génie tourmenté, est mort le 2 juillet 1778 à Ermenonville. Il avait 66 ans. Il laissait derrière lui une œuvre immense, une légende controversée, et 5 tombes anonymes quelque part dans la terre de France. L'histoire l'a jugé. Elle continue de le juger. Chaque génération revient à ses livres avec de nouvelles questions, de nouvelles indignations, de nouvelles admirations. Lui-même, dans ses dernières lignes, avait renoncé à se défendre. Je laisse aux hommes le plaisir de mes souffrances. Quand ils auront fait tout le mal qu'ils peuvent me faire, ils ne m'empêcheront pas de l'avoir mérité. Mérité, c'est un mot étrange dans sa bouche. L'éternel accusé qui se reconnaît coupable. L'éternelle victime qui admet l'avoir cherché.
Peut-être était-ce sa façon de faire la paix, d'accepter enfin que sa vie avait été ce qu'elle avait été, avec ses lumières et ses ombres, ses triomphes et ses crimes. Une vie humaine, en somme. La nuit tombe sur Ermenonville. Le lac s'assombrit. Les peupliers ne sont plus que des silhouettes noires contre le ciel étoilé. Quelque part dans cette obscurité, un homme repose enfin. Il avait voulu être l'homme de la nature. Il avait voulu être l'homme de la vérité. Il fut l'homme de la contradiction, l'homme du paradoxe, l'homme qui nous montre, à travers ses échecs mêmes, ce que nous pourrions devenir. C'est peut-être là son plus grand legs. Non pas un modèle à suivre, mais un miroir où nous reconnaître. Non pas une vie exemplaire, mais une vie vraie. Non pas un saint, mais un homme. Et dans ce monde qui ne cesse de fabriquer des idoles et des monstres, avoir le courage d'être simplement un homme reste peut-être la plus grande des leçons. Jean-Jacques Rousseau nous l'a enseigné. À sa manière, avec ses mots, malgré ses actes. C'est tout ce qu'on peut demander à un écrivain. C'est tout ce qu'on peut demander à un homme.